65 ans d'indépendance du Tchad. Tout le pays est à l'honneur aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonne fête à toutes et à tous. Actualité oblige. En août 1960, le vent de l'indépendance a soufflé pour la première fois sur le Tchad, notre pays. Avant l'obtention de cette indépendance, ce sont les autorités traditionnelles qui assuraient la gestion administrative du pays. Mais au fil du temps, la France, pays colonisateur, a progressivement pris le contrôle de la gouvernance avec la mise en place de ses propres unités administratives pour permettre de mieux connaître les différentes étapes de cette indépendance. Mistangar Victor est allé à la rencontre d'un historien. Voici son reportage. Tiré du mot Kanouri qui signifie étendue de cours d'eau lac, le Tchad est une colonie française qui a eu officiellement son indépendance en août 1960. Bien avant que le vent de cette indépendance ne puisse souffler sur cet ancien territoire d'outre-mer, le Tchad disposait des entités administratives qui, de manière indépendante et transparente, exercent leur pouvoir. Chaque entité avait ses institutions. Je prenais le cas, j'ai parlé de la société Iliagel. Là, vous avez les gens comme les Gabaye, les Sahara, les Marba. Il y avait le chef de terre, c'est celui-là qui est le vrai chef. Son autorité s'étale simplement sur son clan. Et puis maintenant les autres, le roi, les autres, dans les entreprises, chacun a ses structures de communication ou bien de gouvernement. Et si on prend Baguirmi, ça va créer des problèmes. D'où il faut jeter un honnête pour rassembler tout le monde. Pour mieux avoir la main mise sur le Tchad et le contrôle total de sa gouvernance, la France s'infiltre et met en cause l'ancienne méthode de gestion de ces entités traditionnelles. Après des luttes et des sacrifices de certaines chefferies qui opposent résistance à cette idée, la France a fini par imposer sa suprématie avec son système administratif. C'est à partir de là que le désordre va s'installer. La frontière tchadienne n'était formée qu'en 1936. 24 ans, est-ce que les Tchadiens se connaissent? Il y a ce problème-là. Donc maintenant, quand on va développer le pays, là, d'autres gens ne se connaissent même pas. Il n'y a pas une prise de conscience nationale. Et puis on a l'indépendance. L'erreur commise encore, c'était quoi? Il faut africaniser les postes de commandement, sous-préfet, tout ça. Chacun va s'appuyer sur ça, les gens, pour pouvoir dire que voilà, nous sommes lésés, tout ça. D'où la révolte de Mangalmé. Ensuite, maintenant, la création de Fouroulina. Le paroxysme de la guerre civile en 1979. La conférence de Kanouin qui fait que Hissène Habré et moi démissionnent, on met en place un conseil d'État provisoire dirigé par Boukouni. Après, c'est le premier gouvernement de Goult avec l'autre choix qui n'a duré que de 2-3 d'avril jusqu'à 2. Et puis maintenant, le gouvernement de Boukouni. 11 ministres, 11 armées. Chaque ministre avait son armée. Voilà comment les choses sont passées. À la suite de l'imposition du mode de gouvernance centralisé par les Français, le repli identitaire va renaître. Le Tchad devient alors un îlot de l'instabilité politique. Du sud au nord, à l'est comme à l'ouest, chacun s'organise avec sa propre armée pour faire et défaire le pouvoir. Il a fallu attendre jusqu'en 1990 avec l'arrivée au pouvoir du mouvement patriotique du salut avec à sa tête le défunt président Idriss Déby Itno pour assister à une stabilité institutionnelle relative. En 2025, soit 65 ans après cette ascension à la souveraineté, le Tchad peine toujours à asseoir une méthode de gouvernance authentique et dynamique conformément aux réalités socio-politiques. Merci Mistangar Victor pour ce rappel historique. Mesdames et Messieurs, poursuivons cette édition d'information avec les différentes étapes qui ont conduit effectivement le pays à son indépendance. Et bien, à quelques jours seulement de la proclamation de l'indépendance du pays, le 5 août 1960 pour être précis, le président François Ngarta Tombalbaye a pris un arrêté instituant des tribunaux de premier degré dans 18 postes administratifs à travers le territoire national. Cette mesure visait à renforcer l'appareil judiciaire du jeune État en devenir et à étendre l'accès à la justice sur l'ensemble du pays. Le récit de Ndjekausem Evariste.
L'arrêté numéro 2112 du 5 août 1960 s'inscrivait dans la continuité des textes hérités de la colonisation, notamment le décret du 29 mai 1936 portant réorganisation de la justice indienne en Afrique équatoriale française. Chaque tribunal de premier décret renouvellement instauré avait compétence sur le ressort administratif correspondant à son poste de rattachement. Les tribunaux ont été implantés dans les 8 régions, à savoir Bata, Biltin, Chari-Bargimi, Logera, Kanem, Logun, Mayo-Kébi et le Moyen-Chari du système judiciaire tchadien. La création de ces juridictions locales a représenté une étape cruciale dans la structuration du système judiciaire tchadien. Elle a notamment permis de rapprocher la justice des populations, facilitant ainsi l'accès aux droits particuliers dans les zones reculées. Cette initiative témoigne d'une volonté politique forte de doter le pays de structures institutionnelles solides à la veille de l'indépendance. La justice reste un pilier fondamental de l'État de droit et un levier essentiel pour la protection des droits des citoyens. Le 5 août 1960 constitue donc une date clé dans l'histoire du Tchad, marquant l'un des premiers jalons posés sur la mise en place des systèmes judiciaires autonomes. Précieux que cela puisse paraître, 65 ans, la dynamique et la réputation de cette justice ont drastiquement chuté. L'appareil judiciaire tel que voulu et mis en place par le père de l'indépendance a donc perdu ce lettre de noblesse. Les citoyens lambda, comme tous les acteurs de la justice, devraient à l'unisson le dysfonctionnement de cette justice qui devrait être le socle de tout. Au Tchad, depuis les soleils de l'indépendance, l'école occidentale, qui fut le fondement de la démocratie pour la plupart des pays africains dont le Tchad, a connu une réforme. Depuis 1960 à 1970, il y a eu l'instauration d'une catégorie d'enseignants connus sous l'appellation de maîtres communautaires ou instituteurs. C'est un modèle de renaissance de l'école tchadienne qui a eu d'impact sur le système éducatif jusqu'à nos jours. Madjilem Alphonsine. L'accession du Tchad à l'indépendance, le système éducatif demeure l'une des préoccupations majeures des nouvelles autorités tchadiennes. À cet effet, plusieurs programmes de réforme ont été initiés, allant de la dénomination des noms des ministères en charge de l'éducation à l'instauration de certaines disciplines, à la fermeture de certains établissements d'enseignement secondaire par le feu Premier ministre Djimrangar Danadi. Sur le plan de l'enseignement supérieur, des progrès significatifs ont été réalisés, ce qui permettra aux bacheliers tchadiens d'étudier désormais sur place grâce à la création des universités et instituts universitaires publics. L'université de N'Djamena a officiellement ouvert ses portes à l'année académique 1971 à 1972 avec un effectif de 200 étudiants en première année avec une excellente performance de l'enseignement supérieur. Se souvient encore Dr Rotarm Sylvain. Du système éducatif, je dirais simplement que nous sommes passés de la bonne école à la très mauvaise. L'école que moi je connais, c'est celle qui a eu des très bons enseignants, du fondamental au supérieur, les outils pédagogiques et tout ce qui a trait à la bonne formation était suffisant. La qualité de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur se traduit par la volonté de l'ensemble des acteurs, des infrastructures pédagogiques adéquates. À l'inverse, ces insuffisances peuvent peser lourdement sur le système éducatif. Avec l'extension des structures éducatives, l'excellence cède la place à la médiocrité. Ce phénomène se justifie par l'instauration du système des maîtres communautaires. Il y a un poison, je dirais, que les gens ont jeté dans le système éducatif, ce sont les maîtres communautaires. Je ne comprends pas comment est-ce que cette idée est venue dans le système éducatif de former les maîtres communautaires. Ce sont pour la plupart des cas de gens qui ont quitté les écoles, qui n'ont plus de niveau.
Le taux de scolarisation au Tchad reste faible. Au cycle primaire en 2023, environ 75,5%. Cet indice se confirme avec les récents résultats au baccalauréat session de juin 2025. Dr Routarm Sylvain exprime des vœux pour un nouvel système éducatif performant. Il faut revoir de fond en comble le système en plaçant vraiment des personnes compétentes pour vraiment rendre dynamique le système. Nos écoles manquent d'infrastructures. Bien que des progrès soient réalisés, les disparités liées au genre demeurent toujours. Pour assurer une relève et redonner à l'éducation ses lettres de noblesse, une amélioration s'avère nécessaire à tous les niveaux. Parlons toujours fête de l'indépendance. Rendons-nous cette fois-ci à l'Aï, chef-lieu de la province de la Tandjilé. Là-bas, notre correspondant local, Labarami Dim, a promené son micro à travers la ville où il a rencontré quelques habitants de cette ville que voici. Le Tchad est indépendant, c'est beaucoup trop dire. Parce que aujourd'hui, vous prenez seulement les accords entre la France et le Tchad. Dès lors qu'on a dit on coupe seulement avec les militaires, vous avez vu qu'il y a quand même vive tension. Aujourd'hui, au Tchad, vous allez voir qu'il y a encore des administrateurs qui sont censés être des bons magistrats. Parce que on prend par exemple l'Aï, on a les administrateurs qui peuvent être normalement des magistrats. Alors si eux, il y a quelque chose à corriger, mais il faudrait que l'État arrive à corriger. La justice, il y a un problème. Nous avons l'éducation. Notre éducation est malade. Il faut commencer. Quand vous partez déjà à la base, vous allez trouver que à 65 ou 70%, c'est des maîtres communautaires, que lui-même a de la peine à écrire son nom. Alors ces choses, tant qu'on n'arrive pas à restaurer l'éducation, à restaurer la santé, rien ne va marcher. Et donc, ces choses, il faut qu'on arrange. Nous voyons encore la main mise de l'Occident dans les gestions des affaires du pays, de telle sorte que même les gouvernants ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et aussi, la population se lamente devant certains actes que la population, le citoyen veut s'exprimer librement, mais il n'a pas la liberté, parce qu'il y a des agents qui sont là pour les toucher. Ça va un peu, même si ce n'est pas à 100%, je pense que l'amélioration, ça se fait doucement, mais espérons que ça ira de plus. S'il y a des choses à retoucher beaucoup plus, je vois d'abord la justice d'abord. Il faut que la justice soit d'abord équitable et que chacun ait le droit de faire ce qu'il veut. Et de deux, il y a un problème d'agriculture éleveur aussi qui se pose trop. Et j'aimerais à ce que l'État met carrément beaucoup plus d'intérêt sur ça pour ne pas y avoir beaucoup plus de problèmes de temps en temps qui arrivent. Chapitre Société de cette édition, l'Office national pour la sécurité alimentaire ONASA a lancé l'opération de vente de denrées alimentaires. C'est à la faveur des couches démunies, ce qui permettra à ces personnes vulnérables de trouver de quoi mettre sous la dent en cette période de pluie. Reportage. Cette opération en partenariat avec l'ONASA, qui est l'Office national de sécurité alimentaire, avait pour but d'aider les ménages qui font face à la hausse des prix et à garantir l'accès à des produits de première nécessité. Satisfaite de l'organisation de la vente de ces produits alimentaires, la présidente de l'organisation s'exprime en ces termes. Nous sommes arrivés déjà à la période de soudure et on voit que la pluie de cette année, pluie, n'est-ce pas, aléatoire. On sent déjà que nous sommes en mois d'août, mais nous avons, n'est-ce pas, le déficit en pluviométrie. Et qu'est-ce que l'État a pensé? Donc, c'est par la bienveillance des maraîchers du Tchad, n'est-ce pas, a voulu bien soutenir, n'est-ce pas, sa population de la ville de Niamey. Vous savez que la vente s'est organisée dans tous les 10 arrondissements. C'est comme ça qu'il a cassé les prix en
il a pris l'espace, le prix s'est cassé de 70%, 80%. Nous avons le maïs, le sorgho, le riz, le sucre et l'huile. Donc à un prix vraiment abordable et chaque vulnérable, n'est-ce pas, peut en avoir quelque chose. Quelques bénéficiaires se prononcent par rapport à l'organisation de la vente de ces produits. Que l'État a pensé faire. Bon, moi j'ai eu ma part, les autres n'ont pas encore eu. Bon, si l'État peut faire ça souvent, bon, moi je suis content. C'est mon opinion. Bien sûr que l'obtenir c'est un peu difficile, mais j'ai quand même eu. شكرا الله يساعدونا يساعدوا رفينا كتير شكرا ده بس كلامي. C'est pas aussi facile, mais malgré ça, je suis servie. Je suis un peu contente parce que je suis venue pour trouver l'huile. Comme l'huile a monté beaucoup au marché, mais on m'a servi le riz. C'est aussi mieux que ça. Cette opération de vente subventionnée de produits alimentaires, bien que c'est un ouf de soulagement pour la population, devient une source de conflit entre certaines personnes qui ne sont pas encore servies ou satisfaites de cette action. Faisons un clin d'œil aux jeunes dans cette édition d'information. La consommation de la drogue chez les jeunes est un phénomène inquiétant qui ne cesse de prendre de l'ampleur malgré des campagnes de sensibilisation. Cannabis, cocaïne, voire drogue, les substances illicites séduisent de plus en plus les jeunes en quête d'expériences nouvelles, de sensations fortes ou d'évasion face à leurs difficultés quotidiennes. Pourquoi le jeune s'adonne-t-il de plus en plus à la consommation de ces produits? Mode de vie, suivisme ou simplement de l'ignorance? Baïneti Nicolas. La consommation de la drogue par les jeunes en Djamena est un problème qui met en mal la question de la santé humaine chez ces derniers, avec des niveaux de prévalence très élevés, jusqu'à 82% chez les jeunes, et des pratiques à risque. Ce problème est alimenté par des facteurs sociaux tels que le chômage, l'ennui, le manque d'éducation et des perspectives. Quelles sont les causes de la consommation de ces stupéfiants? Docteur Nenudi Maïro répond. On parle de la drogue, il y a beaucoup de gens qui font allusion par exemple au cannabis et d'autres. Or, l'alcool, le tabac aussi sont des drogues qui agissent sur le cerveau. Et tout ce que nous faisons, l'organe qui commande toutes nos actions, c'est le cerveau. Le suivisme, les imitations, ou soit les stratégies même des industries qui touchent le cerveau. Et ça va t'amener à oublier. La consommation de la drogue par les jeunes est un phénomène préoccupant aux conséquences multiples tant sur le plan individuel que social. Les conséquences, il y en a plusieurs. Et si nous prenons par exemple la cigarette, ce qui prédomine, ce sont les cancers, et surtout les cancers du poumon. C'est les consommateurs de tabac, que ce soit le consommateur actif ou bien passif, c'est-à-dire ceux qui ne tirent pas mais qui inhalent aussi la fumée parce qu'ils sont exposés au même titre. Par exemple, le tramadol, c'est très accessible, c'est ça qui est le plus consommé. Et quand nous venons sur les alcools, c'est l'alcool frelaté qui est à 50 francs, 100 francs, 25 francs, qui est partout et c'est à la portée des jeunes également. Donc c'est ça que les jeunes se lancent plus dans sa consommation. En Djamena surtout, la consommation de tramadol et cannabis appelé parfois bongo, getch ou arbre du savoir est en progression, notamment dans les établissements scolaires publics. Dr Nenudjon Bayro propose des pistes de solutions pour remédier à ce phénomène. Les solutions, c'est la prévention. C'est-à-dire c'est la prise de conscience. Parce que c'est des substances qui n'apportent rien à l'organisme, mais au contraire qui détruisent l'organisme. Donc, c'est d'arrêter. La consommation de la drogue chez les jeunes est un problème complexe. Des efforts de sensibilisation existent, mais ils restent insuffisants face à l'ampleur du problème. Des approches combinées, prévention scolaire, réglementation, accès aux soins, alternatives d'insertion sont indispensables pour protéger la jeunesse tchadienne et prévenir une génération ruinée par ce fléau. Car derrière chaque consommation, il y a souvent un mal-être, un appel à l'aide.
Je vous convie, mesdames, messieurs, à présent à suivre l'actualité sportive sur le plan national, africain, international. L'accent est mis sur les performances, les décisions et stratégies et l'actualité de coulisses, notamment le mercato de nos stars et bien d'autres. Suivez plutôt. Nous ouvrons cette rétrospective par un hommage à deux jeunes figures de l'athlétisme tchadien, Mingeyam Esther et Mamad Sami, revenus d'Algérie où se sont tenus les premiers Jeux africains scolaires. Ils ont été accueillis en véritable héros ce jeudi 17 août à l'aéroport international Hassan Diamou. Esther s'est parée d'or aux 400 mètres dames, tandis que Sami a décroché le bronze aux 400 mètres haies. Une double performance saluée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, ainsi que le président du comité olympique sportif tchadien, Kost Idriss Dokoni Adjiker. Dans le cadre du développement du football féminin, Viviane Mumtingar, deuxième vice-présidente de la Fédération tchadienne de football association, participe à Douala à une formation spécialisée pour les administratrices de football féminin organisée par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. L'objectif, renforcer le leadership et les capacités managériales des femmes dans la gouvernance sportive sous-régionale. Le 4 août 2025, la Fédération tchadienne de football association a conclu à Genève un contrat de partenariat de 2 ans avec l'équipementier sportif Fouten, en présence du président de la fédération, du directeur administratif et financier et des conseillers. Cet accord vise à hisser l'image du football tchadien à l'international et à fournir aux sélections nationales des équipements techniques répondant aux standards du football moderne. Le match de la 7e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 opposant le Tchad au Ghana se tiendra le 4 septembre à 14h au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa. Une rencontre décisive attendu par tout un peuple. Concrètement, à certaines rumeurs, le départ de Ninga Casimir d'Anorthosi, femme Augusta, n'est pas une éviction, mais une décision volontaire motivée par des mois de salaire. Libre de contrat, l'international tchadien de 30 ans attire déjà l'attention des clubs tels Gimkamp, Apoel, ancien club de Ngarezikel, ainsi que d'autres écuries prêtes à entrer dans la course. Football africain, nouveau président au Sénégal. Au Sénégal, Abdoulaye Faye a été élu président de la Fédération sénégalaise de football au second tour, obtenant 322 voix contre 30 pour Madi Touré. Ainsi s'achève votre rétro hebdomadaire sportif. Merci Mbaye Sadok, notre chroniqueur sportif à maison. Et c'est avec vous que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonne fête à toutes et à tous.